fin. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. C'est la crière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous êtes prêts à partager avec nous du sport pendant pratiquement 2 heures ce soir. Comme vous en avez l'habitude, on reviendra un peu sur ce qui s'est passé, donc le tour des championnats étrangers. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les différents championnats. On va aussi s'intéresser à la Ligue des Champions avec le tirage qui a eu lieu à midi et puis les résultats de la semaine dernière. On va s'intéresser aussi à l'Europa League, à la Conference League. On regardera un petit peu les tirages au sort, comme je vous le rappelais, qui ont lieu à midi ce lundi. On va s'intéresser à la page Ligue 1, la division 1 Arkema également juste avant. Ensuite, la Ligue 2 avec la page consacrée au FC Sochaux et Montbéliard en déplacement du côté d'Annecy où on était. Donc on vous dira un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette partie. On verra si ça s'est bien passé ou pas pour les Sochaliens. On va regarder ce qui s'est passé aussi en National 2, National 3. National 2, c'est un carton. Toutes les équipes franc-comtoises ont gagné, donc bravo. On regardera ce qui s'est passé aussi en National 3 dans le groupe Bourgogne-Franche-Comté. On s'intéressera au handball. On parlera Pro League. Il y a aussi un match amical entre le SBF et puis également Palante. C'est du côté de Pontarlier, organisé par le CA Pontarlier. On regardera ce qui s'est passé dans cette rencontre. On parlera Pro League avec le GBDH qui recevait Tremblay. Ça se passait donc au Palais des Sports ce vendredi. Et puis on s'intéressera également à l'Euro, parce que vous savez qu'il y a l'Euro handball féminin avec, on a quand même 3 joueuses de l'ESBF qui sont concernées. On en reparlera dans cette émission avec un premier match qui a eu lieu et puis un deuxième qui aura lieu, si je ne me trompe pas, ce soir. Et on va suivre un petit peu, pas qu'un petit peu, beaucoup cette équipe de France avec nos Byzantines qui seront concernées. Et puis on parlera un petit mot de basket pour conclure avec le Bezac. On regardera ce qu'a fait le Bezac face du côté des Spartiates. C'est du côté de Cergy-Pontoise. C'était ce week-end également. Bon, on va couper KLX, même si on adore cet hymne. Mais à un moment donné, il faut le baisser. Bonsoir messieurs, on est avec Tony et puis Nicolas ce soir. Est-ce que vous allez bien messieurs ? Très bien et toi ? Salut Fred, bonjour aux auditeurs. Bon, vous avez passé un beau week-end ? Oh oui. Oui. Un week-end comme un autre. Faut bien. Voilà. Du repos, un peu de sport. Pour ma part, un week-end de 3 jours. Ah bien. Le sport, ouais. Ça c'est bon ça. Pas forcément pour le sport, mais surtout pour le boulot que j'ai fait pas mal. Ouais, t'étais reposé quoi. Oui, à un moment donné, il faut se reposer. Le boulot, ça va, mais à un moment donné, il faut aussi se reposer. Et puis, ça permet aussi de regarder des matchs, regarder un tas de choses. Eh bien, on va commencer par notre petit tour des championnats étrangers. Ça vous dit, vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé ce week-end sur les différentes pelouses, que ce soit en Italie, en Angleterre, en Allemagne, et j'en oublie un, en Espagne. Ouais. Moi j'ai à peu près, je n'ai pas suivi à fond, mais j'ai regardé un peu ce qui s'est passé. Et en Allemagne, il y a une petite surprise sans lettres non plus, mais bon, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, avec l'Union Berlin qui s'est pris une petite claque. Et puis un but de Giroud en Italie qui est pas mal. Qui est magnifique. C'est dommage pour le rouge derrière, mais un but zlatanesque. L'émotion, t'es obligé d'exploser là, parce que ça. le but, il est énorme. D'ailleurs, celui-là, juste avant, il est sympa aussi. Enfin, bref, il y a vraiment eu que des beaux buts dans cette partie. Ah oui, zlatanesque. Même Zlatan s'est levé, il s'est mis debout. Oui, non, mais là, t'es obligé. Même si t'es adversaire, en fait. Moi, je suis adversaire, moi je me lève dans le stade parce que il est magnifique. Comme on fait les Turinois avec Ronaldo en Ligue des Champions. Oui. Oui, quand le but il est magnifique, même si c'est l'adversaire qui le marque, forcément tu es obligé de te lever parce que c'est sensationnel. Et puis moi je l'ai revu au moins 15 fois, franchement, tellement il est dans la perfection. Quoi. Justement, on va en parler. Justement, on va du côté de l'Italie, de la Serie A. On va regarder ce qui s'est passé pour cette 13e journée qui débutait justement ce vendredi avec donc l'Udinese et puis Lecce qui se quittent sur un match nul, un but partout. On a également ce samedi Empoli qui a battu Sassuolo 1-0, 2 buts partout entre Salernitana et puis Cremonese. On a également Naples qui s'est imposé du côté de l'Atalanta, Bergame, belle équipe de Naples, 2-1. On en reparlera justement dans la Ligue des Champions tout à l'heure, mais je pense que cette équipe va aller très loin dans cette compétition. Et puis également le Milan AC, donc on en reparlait,
qui a battu la Spezia 2-1 avec un but d'Olivier Giroud à la 89e minute de jeu. Bon, messieurs, ce but, il est magnifique. Hein. Je l'ai même mis sur la page Soyons Sport tellement il est... Moi, j'ai envie de dire que ce but l'envoie définitivement au Qatar. Oui. Bah oui, moi je vois pas comment Parce que Didier Deschamps ne pourrait pas le franchement, sélectionner. Ah bah là, On en parlera juste après de cette équipe de France. Et puis en plus, voilà, des buts, des passes décisives. Enfin bref, il cartonne en ce moment. On va en parler tout à l'heure dans l'équipe de France, mais c'est vraiment quelqu'un qui a un mental hors du commun. Et c'est assez exceptionnel. Et puis ce dimanche, des rencontres également avec Bologne qui a battu le Torino 2-1. Monza a battu Hellas Vérone 2-0. La Fiorentina est allée s'imposer du côté de Gênes 3 buts à 2. Pas 3 buts à 2, 2 buts à 0. Et puis le derby romain entre l'AS Rome et puis la Lazio de Rome, c'est la Lazio de Rome qui s'est imposée. Du côté de l'AS Rome, 1 but à 0. Et puis, pour terminer cette 13e journée, le grand format, c'est la Juventus de Turin qui a battu l'Inter de Milan 2 buts à 0. Au classement, Naples est en tête avec 35 points, suivi du deuxième, le Milan AC, 29 points. Troisième, la Lazio de Rome, 27 points. Et puis quatrième, l'Atalanta Bergame, 27 points. Et cinquième, la Juventus de Turin, 25 points. Et puis en bas de classement, on retrouve 18e, Gênes avec 6 points. Cremonese, 19e avec 6 points. Et puis Hellas Vérone, 20e avec 5 points. Et du côté du classement des buteurs, c'est Osimhen de Naples qui en a 8 buts, suivi d'Arnautovic de Bologne, 7 buts. Et puis Lookman de l'Atalanta Bergame, en est à 6 buts. Eh bien, on referme cette page de la Serie A. Et on en parlera justement d'Olivier Giroud juste après cette page des championnats étrangers. Bon, vous avez vu que j'ai un peu la voix modifiée ce soir. Je crois que j'ai chopé un coup de froid du côté d'Annecy, pas que sur le terrain. Hein. J'ai chopé un coup de froid aussi en tribune, je crois bien. Donc, comment ? Un peu trop crié en plus aussi, hein. Coup de froid et puis trop crié. Crier envers un joueur. Tiens, un joueur on en reparlera tout à l'heure. Un certain Alexis Bossetti. Moi, j'ai pas aimé du tout l'attitude qu'il a eue envers le parcage c'est ce que j'ai vu, il y en a plein. Hein. Et j'ai pas aimé et je comprends pas. On en reparlera tout à l'heure. Je comprends vraiment pas, mais bon, bref, c'est comme ça. On en reparlera. Du côté de l'Espagne, on va du côté de la Liga avec cette 13e journée également qui a débuté ce vendredi. Gérone a battu l'Athletic Bilbao 2-1. 0 partout entre Retafe et puis Cadix. Le Real Valladolid a battu Elche 2-1. Osasuna s'est imposé du côté du Celta Vigo 2-1. Et puis le FC Barcelone a battu Almeria 2-0. Ce dimanche, un but partout entre l'Atlético Madrid et l'Espagnol Barcelone, tout comme entre la Real Sociedad et le FC Valence. Le Real Mallorca est allé s'imposer du côté de Villarreal 2-0. Et puis dans les derbys sévillans, il y en a eu des derbys, derby du côté de Rome, du côté de la Serie A. Et puis donc en Espagne, le derby sévillan, pas de vainqueur dans cette partie, un but partout. Et puis il restera un match pour cette 13e journée ce lundi avec le Rayo Vallecano qui recevra le Real Madrid. C'est un petit peu un derby car le Rayo Vallecano c'est juste à côté de Madrid à partir de 21h. Au classement, donc Barcelone est en tête 34 points, suivi du Real de Madrid 32 points. Et puis ensuite après il y a un trou carrément entre l'Atlético Madrid qui est 3e et qui est à 24 points, donc qui est déjà à 10 points de Barcelone et à 8 points de Madrid. 4e, le Betis Séville, 24 points. 5e, Osasuna, 23 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e, le FC Séville, 11 points. Cadix, le même nombre de points, 19e. Et puis 20e, Elche, 4 points. Lewandowski, le Barcelonais, en est à 13 buts, suivi de Borja Iglesias, donc le Sévillan, avec 8 buts du Betis. Et puis Aspas, du Celta Vigo, on est à 7 buts. Allez, on continue notre tour d'horizon, pardon. On va y arriver. Bon, c'est une semaine c'était une semaine chargée, donc si je fourche des syllabes, ne vous inquiétez pas. Allez, on regarde du côté de la Première Ligue et puis avec cette 15e journée avec Leeds United qui a battu Bournemouth 4-3. City a battu Fulham 2-1. 2 buts partout entre Nottingham Forest et puis Brentford. Brighton est allé s'imposer du côté de Wolverhampton 3-2. Everton s'est incliné chez lui face à Leicester City 2-0. Ce dimanche, le choc entre Chelsea et Arsenal. Eh bien, c'est Arsenal qui s'est imposé à Chelsea 1-0. Et en tout cas les joueurs d'Arsenal sont vraiment en forme en ce moment. Ils font un championnat tonitruant.
Et puis Crystal Palace s'est imposé du côté de West Ham 2-1. Newcastle est allé s'imposer face à Southampton 4-1. Aston Villa a battu Manchester United 3-1. Et puis Liverpool s'est imposé du côté de Tottenham 2-1. D'ailleurs, on peut en parler de Liverpool. Bon, messieurs, si vous avez un petit peu d'argent à mettre, Liverpool est à vendre. Vous avez vu cette information qui est tombée d'ailleurs il y a quelques heures, hein, même pas. 3-4 heures presque, ouais. Oui, voilà. Donc, non, pas d'argent à mettre pour acheter Liverpool. Non, faut gagner à l'euro million là. Puis encore, oh, oui, puis encore ça beaucoup, suffira oui. pas. Oh, je crois pas. Voire million, voire milliard. Comment ? Voire plus milliard que le million. Oui, c'est sûr, on est plus dans les milliards là, donc on dépasse, oui, non, c'est vrai, on dépasse les millions. Et puis, donc, comme je disais, Liverpool qui s'est imposé du côté de Tottenham 2-1. Au classement, Arsenal en tête, 34 points. On a également City deuxième, 32 points. Troisième, Newcastle, 27 points. Quatrième, Tottenham, 26 points. Et cinquième, Manchester United, 23 points. En bas de classement, Southampton est 18e avec 12 points. Wolverhampton, 19e avec 10 points. Et puis, ferme la marche, Nottingham Forest avec 10 points. Haaland, meilleur buteur avec 18 buts, suivi de Harry Kane, Tottenham, 11 buts. Et Mitrovic de Fulham avec 9 buts. Ben, c'était ce qu'on pouvait dire sur cette première ligue. Et puis on termine avec le dernier championnat, avec l'Allemagne, la Bundesliga. On va regarder ce qui s'est passé pour cette 13e journée également, avec le Borussia Mönchengladbach qui ce vendredi a battu Stuttgart 3-1. Ce samedi, Dortmund a battu Bochum 3-0. Wolfsburg est allé battre Mayence 3-0. L'Eintracht Francfort est allé battre Augsbourg 2-1. Tout comme Leipzig, également du côté de Feyenoord 3-1. Vous allez voir, il y a beaucoup de victoires à l'extérieur. Le Bayern Munich s'est imposé du côté du Hertha Berlin 3-2, avec un doublé pour l'ancien parisien Choupo-Moting, 37e et 38e minute de jeu en espace de 2 minutes. Et puis également le Werder de Brême a battu Schalke 04 2-1. Et ce dimanche, le Bayer Leverkusen, d'ailleurs futur adversaire des Monégasques, on regardera ça en Europa League tout à l'heure, a battu l'Union Berlin qui était en tête jusqu'à maintenant 5-0. C'est quand même assez énorme. Et puis Fribourg a battu le FC Cologne 2-0 pour terminer cette 13e journée avec en tête donc le Bayern Munich qui reprend la tête 28 points. Fribourg est deuxième avec 27 points. L'Union Berlin est troisième avec 26 points. Ensuite, on retrouve quatrième Dortmund, 25 points. Et cinquième, l'Eintracht Francfort avec 23 points. Et puis en bas de classement, Stuttgart est 16e avec 11 points. Bochum 17e avec 7 points. Et puis Schalke 04 avec 6 points. Et du côté du classement des buteurs, eh bien, c'est Nkunku qui a mis un superbe coup franc voilà, ce week-end. Donc avec Leipzig qui se déplaçait du côté de Hoffenheim. Il a mis un très beau coup franc. Il en est à 11 buts, suivi de Füllkrug de Brême, 10 buts. Et puis Marcus Thuram du Borussia Mönchengladbach, l'ancien Socialien, lui en est à 9 buts. Bon, messieurs, on a fait le tour de ces championnats étrangers. Rien à rajouter. À part que Ronaldo en Angleterre est venu un petit peu aux mains avec un adversaire. Oui, c'est vrai. On sent qu'il est dans une mauvaise position en ce moment. Hein. Je dirais pas plus une mauvaise position, mais plus dans un impasse. Oui, voilà, dans un impasse. Donc forcément, il est sans doute très agacé. Et puis, ça rejaillit sur l'extérieur. Et c'est vrai qu'il en est venu pratiquement aux mains. Et c'est vrai que, et est-ce qu'on va voir du coup un bon Ronaldo au Coupe du Monde ? Ce sont des grands joueurs, donc ils sont capables, oui, je pense, de se remettre en question. Mais c'est vrai que sa saison est plus que compliquée hein, quand on a envie de s'en aller, qu'on ne peut pas le faire, que tous les clubs, finalement, maintenant le rejettent, alors qu'il y a 3 ans, ils l'auraient tous récupéré, enfin, suivant ses finances, hein, bien évidemment, parce que oui, ça coûte quand même de l'argent. Bon, messieurs, on parle Ligue des Champions. On ouvre cette page. Allez, on nous remet le petit jingle, hein, parce qu'il est quand même sympa. Bon, vous avez reconnu que c'était pas l'hymne de la Ligue des Champions, hein, ça c'était l'Europa League. On en parle juste après. Allez, on remet le vrai ce coup-là.
Et oui, messieurs, on ouvre la page de la Ligue des Champions avec. On va revenir un petit peu sur les rencontres de la semaine dernière pour nos clubs français. Avec tout d'abord l'OM qui devait s'imposer face à Tottenham. Imposé. Qui devait s'imposer face à Tottenham, mais finalement, c'est une défaite de buts à 1, alors que Marseille a fait une très bonne première mi-temps, et ensuite, tout s'est un petit peu écroulé. Et je vous propose de revivre un petit peu le résumé. C'était chez nos confrères de RMC Sport. On sentait très très bien que c'est pas vraiment comme ça qu'il On le peuvent être retrouve, dangereux. le Congolais, avec Sanchez Harit, cherche des combinaisons dans les petits espaces. De l'espace, justement, il y en a pour Chancel Mbemba. Et la frappe maintenant, elle est enchaînée par Verretou. L'arrêt exceptionnel, l'arrêt du Golioris, parce qu'elle était cadrée, mais elle était puissante. Cette frappe de Jordan Verretou, le capitaine des Spurs, maintient le navire Tottenham à flot. Elle a été touchée, pas par Sessegnon, mais peut-être par Heuberg, puisque c'est un corner. À nouveau pour l'Olympique de Marseille. Là, voilà la combinaison. Le jeu rapide pour les Marseillais. La tête et le but de Chancel Mbemba. Elle est belle l'histoire. Il avait été exclu au match aller et il avait causé la défaite des joueurs de l'Olympique de Marseille. Le Congolais, c'est lui qui met ce but dans le temps additionnel quasiment de la première période et qui va lancer encore un peu mieux les joueurs de l'OM et faire douter les Spurs de Tottenham à 0 pour Marseille. D'aller marquer. D'ailleurs, Emerson. Attention, ils sont Bon contre appel deux. de Bentancur, c'est du 2 contre 2. Le centre de Bentancur. Oh, Paul Lopez qui dévie ce ballon juste devant Harry Kane. Celui qui frappe. Le Croate va travailler. Et l'égalisation signé Clément Langlais. Cette tête du joueur prêté par le FC Barcelone relance les Spurs de Tottenham. La passe décisive d'Ivan Perisic. Lloris. Gigot comme il a pu devant Harry Kane. Attention, en jeu. Harry Kane va marquer, mais il était hors jeu. Le buteur des Spurs. Bissouma. Encore Bissouma, non. Bentancur, ça va mieux. Bentancur, le centre pour Lucas Moura, la remise vers Heuberg. La barre vient sauver les Marseillais. Et Paul Lopez sur cette combinaison remarquable. Ce jeu à 3. Malheureusement, ne l'était plus au moment d'ajuster le centre. Il récupère le ballon très haut grâce à un bon pressing de Guendouzi. Harit, encore, toujours. Harit, il y a Yengi Junder. Yengi Junder rate sa frappe avec Alexis Sanchez. Et c'est sauvé. In extremis par Clément Langlais ou Perisic, plus exactement, qui était sur la trajectoire de ce centre. Des changements à venir. Cette fin de match s'annonce torride. Yengi Junder s'applique le centre. Oh, le but à côté. Oh là là, la tête piquée à côté. Kolasinac avait une balle de but, une balle de huitième de finale. Incroyable. Initialement octroyé par Monsieur Marcignac. Et attention à Harry Kane. De l'autre côté. Harry Kane à l'opposé. Il y a une balle de 1 pour les Spurs avec Heuberg. Heuberg face à Mbamba. Heuberg qui vient définitivement sceller sur ce contre le sort de ce match. Et la qualification des Spurs de Tottenham pour les huitièmes de finale. Et oui, donc c'était donc le résumé de ce match entre l'Olympique de Marseille et Tottenham. Je vous propose d'écouter la réaction d'Igor Tudor qui, à la fin de cette partie, a indiqué qu'il s'était trompé. Quand je regarde le match contre Tottenham, je me suis trompé. J'aurais dû faire jouer Payet un quart d'heure. Mais les coachs font des erreurs tous les dimanches. Parfois c'est évident, parfois non. En regardant à tête reposée ce match, Klose aurait aussi pu rester sur le terrain car il pouvait apporter devant le but. Je fais mon autocritique car on pense que je me suis trompé. Clairement, je me suis trompé. Et tout le monde peut se tromper. On peut me juger quand je mets un attaquant comme Luis Suarez à la place de Payet, mais ce n'était pas un mauvais choix. J'aurais dû faire jouer Payet un quart d'heure. Bon, messieurs, Igor Tudor, mais assez honnête, parce qu'il reconnaît quand même qu'il s'est trompé. C'est bien aussi de reconnaître qu'on s'est trompé après un match, mais c'est quand même une élimination. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui l'avouent, surtout après une élimination, je dirais pas honteuse, je dirais plus, peut-être pas ridicule non plus, mais une élimination qui est un peu
étonnante parce que même si Tottenham en face, ils avaient tous les clés pour se qualifier, au moins en Coupe d'Europe, pas forcément en 8e de Ligue des Champions, mais au moins pour l'Europa League. On va dire qu'ils pouvaient remporter ce match quand même parce qu'ils ont mis des ingrédients d'entrée. Après, en deuxième période, c'est vrai qu'ils ont un peu rechuté. Ils ont pris ce but sur coup franc également qui leur a fait mal par Harry Kane. On connaît la qualité de ce joueur. Oui, c'est ça, de ce joueur. Et c'est vrai qu'après, en fait, à un partout, peut-être qu'il fallait garder le match. Garder le match et puis se qualifier en Europa League, quitte à Et c'était l'une des erreurs du coach, c'est de ne pas avoir dit le résultat de l'autre match aux joueurs. Parce que je pense que les joueurs auraient su, s'ils auraient su le résultat, je pense qu'ils auraient un peu plus fermé la rencontre que comme ils ont joué là. Ils auraient pu jouer, ils auraient fermé la boutique, comme on dit. Et puis c'était terminé, quoi. On fait tourner le ballon, puis on attend la fin. On attend la fin du match. Un peu comme soi-disant disaient les Belges lors de la demi-finale. Oui, c'est ça. Ils nous en veulent encore. Oh oui. Ils nous en veulent encore. Donc si on les recroise en Coupe du Monde, bon. On verra bien. On en reparlera d'ici là. Alors, il y a une autre rencontre qui va nous intéresser, c'est le groupe du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui était en lutte pour cette première place avec le Benfica Lisbonne, très belle équipe portugaise qui, elle, va s'imposer du côté du Maccabi Haïfa en marquant à la 88e et surtout 90e minute de jeu. Et les buts marqués vont avoir une incidence sur le classement, même si le Paris Saint-Germain s'est imposé du côté de la Juventus de Turin. Ce n'était pas un grand match face à une équipe de la Juventus qui était très diminuée également. Il y avait beaucoup de blessés, mais une équipe de la Juve qui a très bien défendu et puis qui procédait par moments par contre aussi également. Et puis une équipe parisienne où on sent que la Coupe du Monde arrive. On a vu un Lionel Messi qui était quand même transparent dans cette partie. On sent que certains joueurs se réservent pour cette Coupe du Monde. Après, c'est inconscient, mais c'est un petit peu normal aussi également. On essaie de pas trop se blesser, surtout que l'enjeu c'était la première place, et c'était pas non plus une qualification puisque les équipes étaient déjà qualifiées. Mais on va réécouter cette partie donc entre la Juventus et puis également le Paris Saint-Germain. On vous tiendra évidemment au courant des résultats entre le Maccabi Haïfa et le Benfica Lisbonne, match en Israël. Parce que de ce résultat-là dépend aussi la première place du PSG. Rabiot avec Kostic, l'ancien joueur de Francfort. Quelle frappe de Locatelli derrière. Elle est fouettée légèrement de l'extérieur du pied droit. Il est plein axe. Tout à l'heure du désamour un petit peu des supporters de la Juventus pour leur club. Quand les joueurs parisiens se sont échauffés, bien tous les supporters de la Juve les regardaient. Oui. Il est passé Kylian Mbappé. Il a éliminé Gatti. Mbappé qui enchaîne. Kylian Mbappé qui lance la soirée. Quel numéro! Encore une fois le génie français. Une 13e minute, Paris Saint-Germain 1, Juventus 0. Signé Mbappé. Stéphane, incroyable. Parce que là, il résiste quand même au premier accrochage, l'arbitre. Et là, il faut féliciter l'arbitre parce qu'il y a beaucoup qui auraient sifflé sur le tirage de maillot, là, quand il mystifie là, sur ce petit pont. Il est bon ce ballon pour Miretti, Faccioli, la jeune classe de la Juve. Une bonne frappe. Elle est pas loin. Une bonne frappe à nouveau de Locatelli, c'est sa deuxième du soir. Ouais, mais au milieu international italien. Et Kostic qui est passé, qui s'est joué de Renato Sanchez. Il est bon ce ballon, Et la tentative de Miretti. Messi, ballon coupé. Et récupération de Léo Messi. Messi qui va la glisser à Mbappé. Mbappé qui retrouve Messi. La frappe de Léo Messi et l'arrêt de Chesney. Kostic. Locatelli vers Cuadrado, la remise de Cuadrado et l'égalisation turinoise signée du capitaine Bonucci. Mais qu'est-ce qu'il faisait là à ce moment-là, Bonucci? C'est lui qui égalise sur une action bien construite par la Juventus de Turin, partout entre la Juve et le PSG à la 39e minute. Oui, d'ailleurs, on faisait référence justement au côté droit. Kostic.
raté par les Italiens, ballon récupéré par Renato Sanchez. Léo Messi qui va aller chercher Mbappé à l'opposé, Kylian Mbappé qui calme la frappe et arrête Chesney. C'est Rabiot qui était en duel en 1 contre 1 dans la surface. Il n'y avait plus de défenseurs côté turinois. Allez, il est parti. Mendes, première accélération, il vient d'entrer. Premier ballon. Il marque Nuno Mendes pour redonner l'avantage au Paris Saint-Germain. La flèche portugaise. Nuno Mendes, 2-1 pour le PSG. 69e minute. Le retour fulgurant de l'international portugais. Ouais, lui qui avait perdu un petit peu sa place avec le retour de Bernat au plus haut niveau. Qui prend son temps, qui ne court pas après ce 3e but visiblement. On en reste à la victoire du Paris Saint-Germain, 2-1 sur la pelouse de la Juventus. Une victoire qui ne suffira donc pas pour assurer la première place puisque le Benfica Lisbonne est allé gagner à Haïfa 6-1. C'était donc le résumé entre la Juventus de Turin et puis le Paris Saint-Germain avec la réaction de Christophe Galtier qui dit simplement que le football est irrationnel. Depuis que je suis arrivé au Paris Saint-Germain, je vous parle souvent de la Champions League. Quand vous me parlez de la Champions League, je vous dis que c'est des choses irrationnelles. Je crois que ce soir, c'était irrationnel. Voilà. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer très rapidement. En menant 7-2 la semaine dernière, on s'est arrêté de jouer à la 90e minute. Nous. C'est aussi ça, les détails. C'est aussi ça. Comme les détails aussi sont, et l'axe d'amélioration sera évidemment un axe de travail important. Nous avons concédé trop de buts sur coup de pied arrêté dans cette compétition. Et si on avait pris un de moins, notamment sur le dernier match contre Haïfa, on a pris 2 buts sur coup de pied arrêté. Si on avait pris un de moins, ce soir on serait en 8e de finale avec la première place. Mais je le répète encore une fois, fier de mon groupe, heureux de ce que mon groupe produit. On a su passer dans cette compétition-là d'un système à l'autre et en étant performant, en marquant des buts. Et que voilà, il y a le tirage et on va attendre ça sereinement. De toute façon, si vous voulez aller loin, il faudra battre de grandes équipes et je crois qu'on va tirer. Il est fort probable qu'on puisse tirer une grande équipe. Et il faudra s'y préparer, s'améliorer. Je le répète encore une fois, s'améliorer dans ce secteur-là des coups de pied arrêtés. Et dans d'autres aussi, et on verra dans quel état on sera et dans quel état seront les équipes mi-février, fin février. Évidemment qu'on connaissait le règlement et qu'il y avait cette éventualité, et je ne sais pas si c'est déjà arrivé, donc je ne me suis pas renseigné, mais vous allez le faire, peut-être que vous le savez, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, en Champions League, de perdre une place comme ça sur finalement, non pas un goal average, mais sur le nombre de buts marqués à l'extérieur. Jusqu'à la 90e, on était premier. À la 92e, on se retrouve second. Bravo au Benfica. Voilà, ils ont fait aussi une grande performance. On est, je crois, les 2 seules équipes pour l'instant en Europe à ne pas avoir perdu. Et on va attendre sereinement, tranquillement le tirage parce que voilà, mes joueurs ont fait le travail, on a été très sérieux dans cette compétition. Bon messieurs, c'est la réaction donc de Christophe Galtier qui en a profité pour féliciter aussi le Benfica. Mais il faut être fair-play, c'est quand même très bien de l'avoir fait de la part de Christophe Galtier. Bon, dans cette équipe parisienne, moi j'ai l'impression qu'il manque quand même un vrai numéro 9. Après, je ne sais pas si vous êtes un peu d'accord avec moi. Il y en a même 3. Mais le problème, c'est que quand il y a trop de numéro 9, à un moment donné... Non, mais je veux dire, un vrai buteur qui prenne l'axe central, parce qu'en fait, ça déborde sur les côtés. Kylian, il déborde côté gauche, Lionel Messi un peu aussi, Neymar aussi. Mais dans cette rencontre face à la Juve, moi, je trouve qu'il a manqué Neymar quand même. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a manqué quelqu'un qui casse un peu les lignes. Et lui, il est capable, avec ses dribbles, de prendre plusieurs adversaires. Et j'ai trouvé que dans cette rencontre, moi, il avait manqué quand même, parce qu'on tournait autour du but.
La Juve défendait très bien, hein, on connaît les qualités de la Juventus de Turin. Et puis, en fait, il n'y avait personne pour rentrer, pour percuter un peu. Parce que, bon, sur Kylian Mbappé, ils ont compris très vite qu'il fallait le prendre à 2. Voilà, ils se sont fait avoir une première fois. La deuxième fois, ils le prenaient systématiquement à 2. Donc, ils ne pouvaient plus rien faire. Vu que Lionel Messi n'était pas dans un grand soir, pas du tout, parce qu'on l'a quasiment pas vu. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il manque quand même un... Voilà, il y avait Icardi à un moment donné. Bon, Icardi, on a vu ce que ça a donné. Mais il manque quand même moi je trouve ce 9 devant. Le Cavani de l'époque. Oui, c'est ça, le Cavani de l'époque. Tu as entièrement raison. Cavani qui venait défendre, surtout aussi. Faut le rappeler, parce que moi je trouve qu'il manque un peu. Partout. Oui, moi j'ai l'impression qu'il manque ce profil-là du côté de Paris. Après, c'est peut-être quelques éléments défensifs aussi également. Après, au milieu de terrain, moi je trouve que c'est assez équilibré. Je trouve que c'est pas trop mal. Après, je sais pas si vous êtes d'accord un peu avec moi ou pas du tout. Oh, moi, tout à fait d'accord. Je suis là-dessus. Ouais. Ah oui, logique. Bon, écoute, on verra en tout cas ce qui se passera. Parce que le prochain adversaire, ça y est, on a donc le tirage au sort. Ça sera donc le Bayern Munich. Donc, ça rappellera quelques souvenirs. Bon, on dit toujours bon ou mauvais tirage. En fait, ça, à ce niveau-là, de toute façon, il ne reste plus que des grosses équipes. Donc, d'après vous, alors, Paris passe pas? Paris pourrait passer, mais dans la difficulté. Oui, ça va pas être simple contre le Bayern. C'est des grosses équipes. C'est une grosse équipe. Et puis pour moi, franchement, je j'ai pas envie de le dire maintenant parce que c'est chaud quand même. Ils peuvent y arriver, oui, effectivement, mais en face, reste comme le Bayern, même s'il n'y a plus Lewandowski, ils ont quand même écrasé Barcelone, j'ai envie de dire. Donc, à l'époque de Robert Lewandowski, qu'ils ont écrasé le Barcelone. Même ils ont battu combien le Barcelone l'autre jour? 3-0? 3-0, oui. J'exagère en disant écrasé, c'est vrai. Mais bon, non, le Bayern reste toujours le Bayern pour moi, même si c'est moins fort avec le départ de Lewandowski. Mais il y a toujours... Oui, il y a toujours des grands joueurs. Et puis de ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y en a un qui a refait une frappe de bâtard, je crois, donc autant se méfier aussi. Pavard qui a marqué il n'y a pas longtemps, je crois, avec le Bayern. C'est ça. Oui, il a marqué un peu avec le Bayern, puis en dehors aussi. Il s'est fait remarquer. C'est pas pareil. Ouais, là, il s'est fait remarquer pas par la bonne chose. Ouais. Allez, je vous donne un peu les matchs. Il y aura donc Leipzig, Manchester City, Bruges, Benfica. Donc si le PSG avait terminé donc premier de sa poule, il serait tombé face aux Belges de Bruges. Alors, belle équipe, attention. Ça va être des bons matchs aussi, Bruges, Benfica. Même si certains diront ah oui mais l'affiche est pas si c'est des équipes qui jouent au ballon, donc ça va être sympa. Liverpool, Real de Madrid aussi, donc avec Liverpool comme on disait tout à l'heure toujours à vendre. Le Milan AC, Tottenham. On aura également l'Eintracht Francfort face à Naples, belle équipe aussi comme je dis de Napoli qui je pense va aller très loin dans cette compétition. Dortmund, Chelsea, et puis on aura Inter de Milan, Porto, et puis comme on le disait PSG Bayern. Voici les affiches donc de ces 8e de finale de la Coupe des Champions avec les matchs allés le 14-15 février et puis je crois que le match retour donc du Paris Saint-Germain sera le 8 mars donc oui ça sera aux alentours 7 et 8 mars donc ça sera dans ces eaux-là. Vous avez un favori? Allez, une finale là avant l'heure. On se mouille un peu? Non, pas trop? Non, pas trop? J'irais peut-être plus le Real, mais par rapport à son adversaire, j'aurais du mal à choisir. Bon, ok. Bon, personne se mouille, quoi. Allez, mais moi, je vois bien le Napoli en finale. Naples en finale. Et puis après, on va être un peu chauvin, on va dire le PSG Naples en finale, ça pourrait être sympa. Une belle affiche, Oula, tu vois les choses bien grandes, toi. Ouais. Moi, je pense. Le Napoli joue très très bien, franchement. Pourquoi pas? Je pense qu'ils sont complets dans toutes les lignes. Après, ah oui. Après, on ça serait une belle finale. Après, on est un peu chauvin. On va quand même mettre une équipe française en finale. Enfin, moi, je suis un peu chauvin. Donc, je mets une équipe française quand même en finale. Après, j'espère que je leur porterai chance, mais... Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Exactement. Si finalement, et réfléchir, si on doit être chauvin à PSG, mais je verrais bien une autre équipe qui pourrait, parce que pour moi, ils me surprennent. Le Milan AC de Olivier Giroud. Olivier Giroud, c'est vrai. C'est possible aussi. Pas faux. Oui, c'est pas faux.
C'est pas Ça faux. reste une équipe italienne, mais je verrais bien le Milan. Mais AC. avec un Olivier Giroud en très grande forme en ce moment. Donc ça pourrait le faire, c'est vrai. Bon, on va refermer cette Ligue des Champions. On va regarder un petit peu donc pour les huitièmes de finale également du côté de l'Europa League avec quelques affiches. Barcelone-Manchester United. 16e de finale barrage. Oui, c'est ça, oui, 16e de finale. Et puis de barrage. Et puis on va regarder aussi également Juventus, il y aura Juventus-Nantes. On aura également Sporting Midtjylland, Shakhtar Rennes, Ajax Union Berlin, Bayer Leverkusen face à Monaco. Et puis on aura Séville PSV Eindhoven, Salzbourg Roma. Voici les affiches. Donc les barrages allés donc auront lieu le 16 février et les matchs retour le 23 février. Bon, alors messieurs, pronostic pour les équipes françaises déjà. Juve-Nantes, ça va être sympa. Hein, ça va être sympa. À part qu'on ait une petite remake de la finale de 2011, de la c'est ça. De la Ligue des Champions et de 2009. Ouais, c'est ça. Donc, Manchester. Ça va être des belles affiches quand même. Hein. Puis Rennes qui se prend le Shakhtar. Ça va être une belle rencontre aussi. Hein. Ouais, ça va être sympa. Les Ukrainiens, faut pas les prendre à la légère. Hein. Non, c'est une très belle équipe, Donetsk. Hein. C'est une très très belle équipe. Et puis Monaco, donc face au Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen qui est pas très bien en championnat, qui est 14e. Après Monaco. Si je me trompe pas, c'est pas eux qui ont battu l'Union Berlin 5-0. 5-0. Mais ils ont une très bonne attaque, mais une moins bonne défense. Bon, généralement, c'est souvent comme ça. Hein. Une fois, on a une très bonne attaque et on a une défense qui est pas terrible. Mais voilà, ça reste une équipe qui joue au ballon. Donc, il va falloir que Monaco fasse attention. Et donc, ça sera donc pour les barrages pour la C3. Pour la C4, je vous donne le programme avec Karabakh la Gantoise, Trabzonspor Bâle, Lazio Cluj, Bodo Glimt Lech Poznan, Braga Fiorentina, Larnaca Dniepro, pareil, c'est une équipe ukrainienne, Sheriff Tiraspol, Partizan Belgrade et puis Ludogorets Anderlecht. Donc ce sont un petit peu les affiches donc pour la C4. Alors oui, me mettre pour les huitièmes. Hein. Donc ça c'est pour les huitièmes. Et donc ce sera donc les matchs auront lieu le 16 février et puis les matchs retour pareil le 23 février. Mais on regardera ce qui se passera notamment pour ces rencontres. On verra si nos pronostics sont bons. Bon, on n'est pas encore à la finale, mais bon, messieurs, on va parler un petit peu, on va refermer un petit peu cette page de Coupe d'Europe, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur cette page. Oh là, j'ai cassé le matos. Il a cassé le micro. C'est bon, je l'ai rattrapé. T'as rattrapé, bon, ça va. Non, j'allais dire que les Niçois ont toutes leurs chances. Je les vois bien aller assez loin en Europa Conference League. On verra en tout cas si ils vont très loin. Bon, on va regarder un petit peu, si on parlait un peu de cette équipe de France. Alors, Olivier Giroud, bon, pour vous, alors, on remet les micros, ça se remet tout doucement, normalement ça se clipse. Et donc, on va regarder un petit peu cette équipe de France avec le sélectionneur des Bleus, donc Didier Deschamps, qui va dévoiler donc, ce mercredi soir la liste des joueurs retenus pour donc, le voyage du côté du Qatar, avec bien sûr comme objectif de décrocher cette troisième étoile avec donc, les champions du monde 2018 qui vont débuter la compétition face à l'Australie. Et puis également le 22 novembre à Al-Wakra, avant d'affronter le Danemark le 26 novembre à Doha. Et puis il restera également la Tunisie le 30 novembre à Al Rayyan. Bon alors messieurs, on en est où de ce micro? Ça se remet? Ça se remet tout doucement? Je déplace un peu parce qu'il est au bord de la table. Ah, il est au bord de la table. Il est au bord de la table, donc à un moment donné, il était prêt à tomber, quoi. Ouais. Bon. Donc on fait tout ici, hein. On répare, on répare avec des bouts de ficelle. Allez, Bob le bricoleur, allez. C'est ça. Bon alors messieurs, Olivier Giroud. Bon, largement. Didier Deschamps doit le prendre, il n'y a pas le choix. Bien sûr. S'il ne le prend pas, ce serait... je dirais pas une bêtise, mais... Vu ses performances en ce moment, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Et puis, c'est quelqu'un qui a une super mentalité. Et dès ce que j'ai compris, une autre info sur un autre joueur, a priori il serait apte, c'est Varane. J'allais en parler juste après.
C'est vrai que Varane, non, mais c'est pas grave, tu fais bien de le dire. C'est vrai que Varane sera apte pour la Coupe du Monde. C'est une belle nouvelle, hein, parce que oui. Sur le plan défensif, ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué. C'est vrai que c'est un élément d'expérience aussi. Parce que niveau attaque, et je pense qu'on a les joueurs, milieu de terrain. Bon, on en a 2 en moins, Pogba et Kanté, mais je pense qu'on a à peu près les bons joueurs. C'est pas encore du niveau de Pogba et Kanté non plus, mais on a ce qu'il faut. Et en défense, par contre, moi je trouve qu'on manque de très bons défenseurs. Donc je suis bien content que Kimpembe et Varane soient remis. Et puis, espérons que ça aille, quoi. Oui, on verra. On verra ce que ça donnera donc pour cette Coupe du Monde. Eh bien, c'était la parenthèse Coupe de France et bientôt Coupe du Monde, car elle arrive très rapidement. On va donc refermer cette page. C'est réparé. Et ben voilà, c'est nickel, tout est réparé. Ouais. On va regarder, on va refermer plutôt cette page équipe de France et puis on va regarder les résultats en Division 1 Arkema. C'était la 7e journée ce week-end avec Rodez et Dijon qui font match nul, un but partout. On a le Paris FC et Bordeaux qui font match nul également, un but partout. Ce samedi, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec chez lui face à Montpellier, 2-2, tout comme l'Olympique Lyonnais qui a fait 0 partout du côté de Guingamp. Fleury a battu le Havre 3-0 et puis Reims est allé battre Soyo 4-1 du côté du classement. On regarde ce que ça donne avec Lyon qui reste en tête avec 19 points, suivi du Paris Saint-Germain 17 points, 3e le Paris FC 15 points. Et en bas de classement, on retrouve 12e Guingamp avec un seul petit point. On va maintenant s'intéresser à la Ligue 1. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé ce week-end avec le jingle. C'est parti pour la Ligue 1 et c'est parti pour cette 14e journée qui débutait donc ce vendredi avec un petit derby, on va dire, entre Troyes et Auxerre. Les villes ne sont pas très loin avec les Troyens et les Auxerrois qui se sont quittés sur un match nul, un but partout, un but signé Ronny Lopez du côté de Troyes, 28e minute de jeu. Et ensuite, c'est donc Gaëtan Perrin, 86e, qui va égaliser pour cette équipe d'Auxerre. On va écouter les réactions de Gauthier Gallon. Oui, tu voulais dire quelque chose, Tony ? J'allais dire que sur ce match-là, les Troyens ont prouvé, les supporters troyens ont prouvé un respect et un fair play assez fort parce qu'il y a un supporter, je crois, un des fondateurs du COP Auxerrois qui est décédé. Oui, et j'ai vu que les Troyens ont mis une banderole justement pour respecter, puis voilà. On peut être adversaire, mais on peut aussi respecter. Voilà. Quand il y a des décès. Ce match-là, ils le considèrent comme un derby, et malgré que c'était un derby pour eux, ils ont mis de côté le sport, entre guillemets la rivalité, façon de parler. C'est ça. Et puis d'ailleurs, les supporters auxerrois ont fait une ovation. Les supporters auxerrois ont applaudi cette banderole. C'est bien, on peut se rassembler sur d'autres valeurs et c'est ça qui est bien aussi également. Eh bien, on va écouter la réaction de Gauthier Gallon, le portier de cette équipe de Troyes, et également Hamza Saki qui est passé par le FC Sochaux Montbéliard. Il était venu en prêt il y a quelques années. On les écoute tous les deux. Bonsoir Gauthier, encore un match au goût amer pour les Stacks. La prestation était plutôt bonne, cohérente. Et ça n'a pas suffi, encore une fois, vous faites rejoindre. Ouais, on a la balle de 2-0. Voilà, on la met pas au fond. Et derrière, on n'est pas à l'abri de prendre un contre. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, on perd encore des points à domicile. En menant au score à 5 minutes de la fin. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment être déçu, énervé même. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui ? Vous l'avez dit, il y a eu des occasions de tuer le match.
Et Xavier nous avait alerté là-dessus que le stade devait le faire. Vous êtes revenu à la mi-temps, pas dans les mêmes dispositions qu'en première période. Ouais, ils nous ont embêtés quand même sur la deuxième mi-temps, ils étaient bien en bloc, ils avançaient ensemble, ils attendaient nos paires de balles pour nous faire mal. Et ouais, comme je dis, derrière on a les balles pour tuer le match, on les met pas et je pense qu'aujourd'hui on a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Défensivement on avait été costaud, on avait fait les choses correctement, on n'avait pas forcément concédé de grosses occasions dangereuses. Et voilà, on prend ce contre à la fin qui fait un petit peu mal à la tête quand même. Bonsoir Hamza. Bonsoir. Quel goût il a ce point du match. Quel goût il a ce point du match nul quand on voit le scénario de la rencontre. C'est nul. On avait quelques occasions pour finir en vainqueur, mais on a essayé de faire notre mieux et arracher ce nul, ça nous a fait du bien. C'est un nul qui a un goût de victoire presque pour la GIA. Ouais, bien sûr, c'est à l'extérieur déjà. Et puis on se retrouve, on a de la confiance et c'est ce qui nous a fait marquer ce but. Cette confiance retrouvée, c'est Christophe Pélissier. On vous a vu ne rien lâcher. Vous avez attaqué la deuxième mi-temps dans d'autres dispositions avec beaucoup plus d'agressivité. Finalement, ça a fini par payer. Ouais, bien sûr, ça a payé. Ce qu'ils nous demandent, c'est le jeu entre les lignes et ils ont eu du mal entre les lignes et c'est ce qu'on a réussi à faire pour trouver la faille, surtout sur le but qui trouve l'assaut entre les deux défenseurs. Une joie assez indescriptible quand même sur l'égalisation. Il y a une joie assez incroyable. Ouais, bien sûr, c'est une bonne joie. Pour nous, c'est comme une victoire, mais bon, on a encore du travail à faire autour de toute l'année et puis bien finir. C'est donc le match entre Troyes et Auxerre. On va regarder ce qui s'est passé ce samedi avec l'AC Ajaccio et Strasbourg. Là, c'était un match à rebondissement avec donc Strasbourg qui marque dès la 6e minute de jeu et 17e minute de jeu, c'est Kevin Gamero qui double la mise. On se dit qu'Ajaccio, ça va être compliqué pour les Corses. Et finalement, Belaïli, 33e sur penalty, va réduire le score. 34e minute de jeu, El Idrissi marque donc l'égalisation. Et ensuite, 40e sur penalty, c'est Belaïli qui double la mise. Et donc, c'est Ajaccio qui repasse devant Strasbourg. Et puis ensuite, c'est Riyad Nouri, 45e, qui marque le 4-2. Bref, un match complètement renversant. Et on va écouter la réaction d'Olivier Pantaloni qui lui dit simplement on pensait que tout était joué au bout de 15 minutes. Et puis également la réaction du côté de Strasbourg avec Gersino Niamsi. Bon, lui, il parle plutôt d'un sentiment de honte. Il fallait que la fête soit belle. Elle a été un peu contre toute attente parce que les 15 premières minutes ont été douloureuses. On pensait qu'on n'allait pas avoir les moyens de revenir, que le match était plié. Et puis, comme quoi, suite à des ballons longs qu'on a mis dans le dos de la défense, des attaquants qui ont fait des courses intenses, qui ont mis sous pression cette défense, on arrive à obtenir ce penalty qui nous donne beaucoup de force et qui fait douter cette équipe de Strasbourg. Et derrière, ça enchaîne de manière incroyable avec ce but de Mouna, ce penalty, ce quatrième but. Enfin, c'était une première mi-temps folle. On marquait 4 buts en très peu de temps. Donc, scénario incroyable où on a senti véritablement à partir du moment où on a réussi à marquer ce premier but. Il y avait le public qui a poussé, qui a commencé à y croire. Et puis des joueurs qui ont senti qu'il y avait un petit peu la rage de se rattraper par rapport à ce non-match de la semaine passée et puis à ce début de match face à Strasbourg aussi. Donc on leur a demandé de garder cette détermination sur la seconde mi-temps. On a senti une équipe de Strasbourg qui a cherché à revenir en jouant très long et en cherchant des joueurs, des déviations avec leurs attaquants qui sont très bons dans le jeu aérien. Mais on a été solide, on s'est accroché jusqu'au bout pour aller chercher cette victoire tant attendue depuis le début de la saison. Oui, avec Gersino Niamsi, qu'est-ce qui s'est passé après ces 20-25 premières minutes qui étaient de qualité pour Strasbourg? Je pense que on a concédé un penalty déjà dans un premier temps. Je pense que ça nous a un peu déstabilisé. On a manqué de sang-froid juste par la suite dans l'engagement, c'est pas normal. On prend de suite un but, c'est pas normal.
Donc c'est à nous de reprendre les choses en main, d'être plus concentrés et d'avoir plus de sang-froid dans ce genre de rencontre. À la sortie d'un match comme ça, est-ce que vous vous en voulez? Est-ce que vous avez honte de votre prestation? Bien sûr. Bien sûr, notre public, ils sont là, ils nous soutiennent. Dans n'importe quelle situation. En fait, le scénario du match fait qu'on peut être que déçu et avoir honte aujourd'hui. C'était donc la rencontre entre Ajaccio et Strasbourg. Alors forcément, la question qu'on pose à l'entraîneur, c'est celle-ci. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui toujours l'homme de la situation au Racing? Je ne sais pas si on peut devenir un problème quand on était la solution 3 ou 4 mois avant. J'en sais rien, c'est pas à moi d'y répondre en tout cas. La force, l'énergie, je l'ai, ça c'est clair. Moi j'avais bien conscience depuis le départ qu'on vivrait certainement une année beaucoup plus difficile, et je l'avais évoqué. Maintenant aussi difficile avec autant de différences de performance à certains postes, pas forcément, mais ça fait partie de la vie d'un entraîneur. Et voilà, en tout cas, je lâcherai rien. Après, pour le reste, c'est pas moi qui peux vous répondre. C'était donc Julien Stéphan à qui on demandait s'il restait à son poste ou pas, mais ça forcément c'est pas lui qui a la réponse. Avec une autre rencontre qui avait lieu ce samedi avec Lens qui a battu Angers 2-1. Décidément, rien ne va plus pour cette équipe d'Angers. On se dirige vers les rencontres qui avaient lieu ce dimanche avec à 13h donc le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Lorient. Ça n'a pas été très simple non plus pour les Parisiens, mais c'est une victoire 2-1. Début de signé Neymar, 9e minute de jeu. Et une égalisation de Mofi, 53e. Et c'est finalement Danilo Pereira qui donne la victoire à cette équipe du Paris Saint-Germain. On va regarder les réactions, notamment celle de Montassar, Talbi et puis également Hugo Etiquité qui justement nous parle de cette rencontre avec pour le Parisien des buts qui pour lui vont arriver bientôt à foison. On lui souhaite. On imagine que c'est un peu frustrant également parce que c'est vrai, vous l'avez dit, il y avait cette série de 3 matchs où ça avait été compliqué, parfois compliqué également dans le jeu. Là, c'est pas vraiment le cas, mais voilà, le bilan il est là. Mathématiquement, ça vous stagnez quoi. Mathématiquement, ça se nague. On n'a pas eu beaucoup de points sur les 4 derniers matchs. On le savait, on était sur une très belle série de victoires avant le match de Reims et ça stagnait un peu, mais il ne faut pas qu'on rentre dans le doute ni rien du tout parce que chaque semaine, on travaille dur. On a un bon groupe, on a un groupe solidaire qui est très concentré et qui travaille très dur à l'entraînement chaque semaine et on sent réellement, même dans les derniers matchs, qu'on progresse malgré le manque de résultats, le manque de points, on sent qu'on progresse quand même dans le jeu et qu'il y a beaucoup de positifs et comme on l'a dit, on doit réellement s'axer sur ça, se concentrer, continuer à bien travailler et à progresser et pas rentrer dans le doute ni rien du tout. Un mot sur ces occasions, là, notamment cette remise de Neymar. Racontez-nous juste comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé sur la frappe au-dessus. Ouais, exact. Ouais. Je pense qu'il y a eu de la précipitation, tout simplement. Après, voilà, comme je dis, pour un attaquant, le principal, c'est de se créer les occasions. Ces derniers temps, je me les créais plus. Là, ça revient de plus en plus. Il y a des frappes. Et quand ça va rentrer, il y en aura foison, j'espère. On vous le souhaite. Merci. Merci. C'était donc les réactions du côté du Paris Saint-Germain et du côté de Lorient, avec les rencontres qui avaient lieu à 15h, avec donc Monaco qui s'est imposé du côté de Toulouse 2 buts à 0, début signé Golovin, et puis Mbolo 46e, 60e minute de jeu. Nice a battu Brest 1-0, un but de Gaëtan Laborde, 54e minute de jeu. Et également match nul entre Clermont et puis Montpellier. Et donc c'est Montpellier qui a ouvert le score par TJ Savanier, 10e minute de jeu sur penalty. Et c'est ensuite Andrich, 62e, qui va égaliser pour cette équipe de Clermont. Reims a battu Nantes 1-0. Un but de Balogun, 82e sur penalty. La rencontre à 17h05, donc c'est entre Lille et Rennes. Un but partout dans cette rencontre. Des buts signés José Fonte, le défenseur central de cette équipe de Lille, 16e minute de jeu. Et puis ensuite, c'est Benjamin Bourigeaud, 58e, qui va donc égaliser sur penalty. Et il nous reste une rencontre, c'est celle des Olympiques à 21h. Non, pas 21h, c'est 20h45. Avec Marseille qui recevait l'Olympique lyonnais. Un seul but dans cette partie, il est l'œuvre de Samuel Gigot, 43e minute de jeu, 1-0 pour donc cette équipe de Marseille. On va regarder tout de suite, on va écouter plutôt, pas regarder parce qu'on n'est pas à la télévision, la réaction de Laurent Blanc qui parle d'une première mi-temps médiocre. Et puis également, vous allez voir Igor Tudor, justement, qui revient encore sur le fait qu'on peut se tromper quand on est entraîneur. Il s'était un peu trompé en Ligue des Champions et puis... Là, on va justement l'écouter. Si on a la réaction, parce que là,
Apparemment, elle a disparu, la réaction de l'Olympique de Marseille. Non, c'est bon, c'est ici. Allez, c'est parti. I know you don't like to talk about pressure, Je sais que mais pas parler de pression. you might be released right now. Vous êtes soulagé maintenant. No, but what I said before, Comme j'ai dit tout à l'heure, you're part of this sport. ça fait partie du sport. Let's say 30 years because I was a player. Ça fait 30 ans que je suis dedans. Donc, It's every day. la pression, c'est tous les jours. You know, because the pressure you put for me, the most pressure I put by myself on me. Et la pression que vous mettez, moi, je m'en mets encore plus à moi-même. So, and I think the Olympique is a big club and difficult club to be the coach. L'Olympique de Marseille, c'est un grand club. C'est difficile d'être entraîneur à Marseille. Inside, you know, and you accept this as a part of the job. Yeah? Ça fait partie du boulot. I know you don't like to talk about pressure, Je sais but que mais pas parler de pression. you might be released right now. Vous êtes soulagé maintenant. No, but what I said before, Comme j'ai dit tout à l'heure, you're part of this sport. ça fait partie du sport. Let's say 30 years because I was a player. Ça fait 30 ans que je suis dedans. Donc, it's every day. la pression, c'est tous les jours. You know, because the pressure you put for me, the most pressure I put by myself on me. Et la pression que vous mettez, moi, je m'en mets encore plus à moi-même. So, and I think the Olympique is a big club and difficult club to be the coach. L'Olympique de Marseille, c'est un grand club. C'est difficile d'être entraîneur à Marseille. Inside, you know, like, and you accept this as a part of the job. Yeah? Ça fait partie du boulot. Bon, bah, la réaction de Laurent Blanc, elle est partie. Bon, il disait simplement, il revenait sur la première mi-temps qui a été médiocre de son équipe. On va regarder ce que ça donne au niveau du classement avec donc en tête le Paris Saint-Germain qui en est à 38 points, deuxième Lens 33 points, troisième Rennes 28 points, quatrième Marseille 27 points, cinquième Monaco 27 points et en bas de classement on retrouve donc 17e l'AC Ajaccio 11 points, 18e Strasbourg 10 points, 19e Brest 10 points et 20e Angers avec 8 points. Et puis au classement des buteurs, donc Neymar en est à 11 buts, suivi de Mbappé 11 buts et puis également Jonathan David, le Lillois, en est à 9 buts. Prochaine journée, donc ce sera la 15e. Vendredi 11 novembre avec Lyon-Nice à partir de 21h. Samedi 12 novembre, 15e journée toujours. C'est surtout la dernière journée avant la Coupe du Monde. Avec à 17h Lens-Clermont. Rennes-Toulouse à partir de 21h. Ce dimanche 13 novembre, on continue cette 15e journée avec à 13h le Paris Saint-Germain-Auxerre. Et puis les rencontres à 15h, on retrouvera Lille-Angers, Montpellier-Reims, Nantes-Ajaccio et puis Brest-3. Et à 17h05, Strasbourg-Lorient. Et puis à 20h45, l'affiche donc de cette 15e journée, ce sera l'AS Monaco qui recevra donc l'Olympique de Marseille. Tout ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 1, messieurs, vous avez autre chose à dire? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc on passe à la suite, c'est ça? Passons à la Ligue 2, comme on dit. Et oui, on passe à la Ligue 2 avec la page consacrée au FC Sochaux-Montbéliard. Vous pouvez venir vous exprimer en direct, donc 03 81 50 67 51 pour nous appeler et puis venir discuter avec nous, vous exprimer donc sur la saison sochalienne et puis sur les matchs du FC Sochaux-Montbéliard en ce moment avec ce déplacement donc du côté d'Annecy. On en parle tout de suite avec le jingle.